Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Derosier, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle session de webinaire sous l'égide d'Emige. Une nouvelle et dernière session de ce format Forum Destination. Comme vous le savez sûrement, nous avons lancé cette année un nouveau format de webinaire. Nous avons fait l'Italie en octobre, la semaine dernière les voyages sur la France et cette fois-ci les voyages sur l'Allemagne. Donc vraiment un format de webinaire qu'on a voulu très ouvert, sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Donc je vous souhaite la bienvenue et je vous invite d'ores et déjà, si vous avez des questions, à ne pas hésiter à utiliser le petit chat que vous avez sur le côté de votre écran et qui va vous permettre de poser toutes vos questions. Bonjour à tous. Donc on est ravis de ces 3 sessions, on est ravis de vous avoir eu aussi nombreux, beaucoup plus nombreux qu'on l'espérait quand on a lancé cette session. Donc vraiment un grand merci à tous pour votre présence et pour votre confiance. Donc en avant pour ce tout dernier forum destination. On avait avant l'été lancé un autre webinaire qui avait pour thème la contribution éducative des voyages scolaires, où l'invité c'était le psychosociologue Pascal Desclos avec qui l'association Niche travaille régulièrement. Et on avait abordé effectivement la question de savoir quels sont tous les bénéfices pour les jeunes des voyages scolaires. Et surtout en contexte de post-pandémie, où on a vu que cette crise nous a peut-être poussé à l'isolement, au repli sur nous-mêmes. On avait vu avec lui non seulement à quel point, peut-être plus que jamais, ces voyages allaient se révéler précieux pour la génération et pour les jeunes de demain. Et puis ce webinaire, vous pouvez le retrouver en replay sur notre site avec tous les supports qui l'ont accompagné. Peut-être que ça pourra permettre à certains enseignants qui peuvent parfois rencontrer des difficultés à convaincre des gens autour d'eux du bienfait de leur démarche. Nous, les voyages scolaires ne sont pas seulement une promenade, ils ont une vraie portée éducative vraiment importante. Vous trouverez dans les archives de ce webinaire des éléments d'argumentation qui peut-être pourront vous aider à défendre votre projet. Des projets dont on sait qu'ils sont effectivement précieux pour nos jeunes. Donc voilà. Autre petite précision à la fin de ce webinaire, ce dernier, je vous le disais, c'était une première pour nous, toute cette série de sessions ensemble. Vous aurez un questionnaire de satisfaction à remplir, vraiment, ça prend quelques secondes, mais vos retours sont très précieux pour nous aider à nous améliorer, prévoir l'année prochaine en étant sûr qu'on vous propose des sessions qui sont vraiment pertinentes et qui répondent à vos besoins. Donc voilà, je vous remercie par avance de prendre à la fin de cette session quelques petites secondes pour répondre à ce questionnaire. Cette session aujourd'hui, qui a pour thème, vous le savez donc, l'Allemagne, elle va se découper en 3 petits moments. Dans un premier temps, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter rapidement l'association MIGE. Pourquoi? Puisqu'on a effectivement parmi vous aujourd'hui des gens qui nous connaissent, d'autres qui ne nous connaissent pas. Donc voilà, je voulais rapidement vous donner quelques éléments, savoir d'où nous parlons, qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Ensuite, nous accueillerons donc Émilie et Vanessa, qui sont 2 expertes chez les MIGE sur la destination Allemagne, et qui viendront répondre à toutes vos questions dans un troisième moment, qui viendront nous présenter la destination, et puis dans un troisième moment, on essaiera de répondre à toutes vos questions, celles qu'on a reçues en amont, celles que vous pourrez poser dans le chat là. J'espère qu'on aura le temps de répondre à toutes. Si jamais ce n'était pas le cas, parce que le temps nous est compté sur cette plateforme, nous, on s'engage à revenir vers vous pour vous apporter toutes les réponses dont vous aurez besoin si on n'avait pas eu le temps. Donc vraiment, n'hésitez pas, posez des questions, si vous en avez, c'est l'ambition de ce format, c'est de vous en donner la possibilité. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Alors, l'association MIGE, d'abord. Alors, comme son nom l'indique, l'association MIGE est une association, ce n'est pas une entreprise. Pour le dire vite, il n'y a pas d'actionnaire chez les MIGE, on est une association. Une association qui a été fondée par les enseignants il y a plus de 60 ans maintenant, et des enseignants qui sont toujours très présents au sein du bureau de l'association et du conseil d'administration de l'association. Des enseignants, des chefs d'établissement, des professionnels bénévoles, sont tous élus bénévoles de l'association, venus de l'économie sociale et solidaire, ou du monde de l'enseignement, donc voilà, qui préside encore à la destinée de cette association, donc fondée par des enseignants et toujours dirigée par
par des enseignants. Une association qui est reconnue d'utilité publique, on y est très attaché, ça veut dire qu'effectivement l'État reconnaît la portée sociale de notre action. De la même façon, en tant que club UNESCO, nous sommes agréés éducation nationale. Donc de la même façon, c'est un label auquel nous sommes très attachés. Une association qui est donc experte de la mobilité des jeunes depuis plus de 60 ans. Dans une année hors Covid, bien entendu, elle organise un peu plus de 2000 séjours par an. Via 2 métiers, donc l'organisation de voyages en France et dans toute l'Europe. Donc on va parler de l'Allemagne aujourd'hui. Et puis dans un deuxième métier qui est l'accueil dans les auberges de jeunesse du Marais à Paris que l'on gère, où nous accueillons pareil des centaines de groupes chaque année qui viennent découvrir Paris et ses environs. Donc voilà les deux métiers principaux de l'association. Une association qui est une association engagée. Engagé sur 3 axes que je voudrais vraiment prendre le temps de rappeler ici. Le premier axe, c'est que l'association tend à proposer une approche éducative par la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est convaincu que les voyages forment la jeunesse et que nous luttons et nous faisons en sorte que nos voyages ne soient pas de simples promenades, encore une fois, mais vraiment des moments d'expérience qui permettent profondément aux jeunes de grandir, de s'enrichir au contact de l'autre, de l'altérité, etc. Donc voilà, on ne fait pas que du tourisme ou de la promenade, on agit au quotidien pour faire en sorte que nos voyages soient vraiment des occasions pour les jeunes de grandir et on essaye de se tenir aux côtés des enseignants pour les aider. On a pour cela créé avec le psychosociologue Pascal Desclos dont je vous parlais il y a quelques minutes, des jeux ludo-éducatifs qui doivent permettre avant, pendant et après le voyage d'aider les jeunes à vraiment conscientiser tout l'intérêt de l'expérience qu'ils sont en train de vivre, à verbaliser tout ce qu'ils sont en train d'apprendre pour éviter schématiquement qu'à la fin du séjour, on leur demande c'était comment, ils disent bah, c'est super. Super, c'est un peu court comparé à tout ce que vous avez vécu. Encore faut-il en être conscient, encore faut-il en être pleinement conscient, avoir été capable de poser des mots dessus. Et donc, nous avons créé ces jeux. Donc, je vous montre à l'écran le petit jeu qui s'appelle C'est quoi ton trip qui permet à l'enseignant d'avoir des outils pour voilà, aider ces jeunes à prendre conscience de tout ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Donc, c'était cette partie éducative, le premier axe d'engagement des MIJ. Le deuxième axe, c'est l'inclusion. L'inclusion, ça veut dire 2 choses principalement. Ça veut dire que le voyage pour tous est un droit et que nous sommes convaincus que le droit à la mobilité est un droit fondamental de l'enfant. À ce titre, nous sommes engagés auprès de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'UNICEF, pour faire reconnaître ce droit et faire en sorte que tout le monde ait le droit à cette expérience particulièrement enrichissante et qui vraiment très riche pour les jeunes, de sortir de leur environnement familier habituel, d'aller à la rencontre de l'autre et de ses pairs en même temps. Donc voilà, on milite beaucoup pour ça. Et puis inclusif, ça veut dire aussi et surtout que tous doivent pouvoir partir, quelles que soient les spécificités des jeunes, un handicap mental, un autisme ou physique ou moteur. On ne doit pas laisser de jeunes sur le carreau, on ne doit pas laisser un camarade voir ses autres camarades partir sans lui. Et donc nous nous battons pour faire en sorte que tous les jeunes puissent partir en voyage. Donc on propose des programmes de séjour dont on s'assure qu'ils sont inclusifs, que tout le monde peut y aller. Et nous-mêmes, on développe une expertise, une spécialité là-dessus pour être en mesure d'accompagner tout type de situations particulières. Donc voilà, encore une fois, c'est un engagement très fort de l'association qui se retrouve dans beaucoup de nos actions au quotidien. Enfin, dernier axe majeur, c'est l'éco-responsabilité. Aucune association engagée aujourd'hui ne saurait faire l'économie d'une vraie réflexion sur la place de son action dans notre environnement. Donc, bien entendu, on développe des programmes de séjour éco-responsables, donc qui ont pour but de sensibiliser les jeunes. On se pose, nous, aussi comme un média de diffusion de ce message, un média de sensibilisation pour que les gens qui viennent dans nos auberges ou les jeunes qui partent avec nous en voyage bénéficient d'une sensibilisation à ces sujets. Et puis, bien entendu, nous, en interne, on essaye d'être le plus éco-responsable possible. À ce titre, on a décroché il y a 2 ans maintenant le label Clé Verte sur une de nos auberges dans le Marais à Paris, qui est un label très exigeant à obtenir et qui permet d'attester que dans cette auberge, tout ce qui est possible de faire, en que nous faisons le maximum pour
pour être dans une démarche éco-responsable. Enfin, pour terminer, je vous l'ai dit, une association qui est forte d'une longue histoire, mais qui est aussi tournée vers l'avenir. Elle est tournée vers l'avenir notamment grâce à des commissions de réflexion autour de ces thèmes qui réunissent des bénévoles et des professionnels venus de l'éducation, de l'économie sociale et solidaire, qui viennent réfléchir au voyage de demain, à ces thèmes. Et j'en profite pour vous dire que ces commissions sont ouvertes et que si jamais certains de ces sujets pouvaient vous intéresser et que vous pouviez avoir envie de vous engager, on serait ravis de vous accueillir parmi ces commissions pour venir contribuer à cette réflexion, à réfléchir au voyage de demain. Donc voilà, je ne fais pas plus long, merci à vous, mais si vous avez la moindre question, bien entendu, vous n'hésitez pas. À la fin de ce webinaire, vous aurez aussi mon contact si vous voulez plus de renseignements ou si vous voulez qu'on commence à échanger sur ces questions. Je serai ravi de vous lire et bien sûr de vous répondre. Voilà, nous allons pouvoir passer au thème, au cœur du sujet de cette session d'aujourd'hui, à savoir l'Allemagne. Je vais donc demander à Émilie et Vanessa de nous rejoindre. Émilie bonjour. Bonjour. Oui, oui. Super. Donc, Émilie et Vanessa, qui sont nos deux expertes. Je vous laisse de l'Allemagne. Je vous laisse vous présenter rapidement, je vous en prie. Alors, je me présente, je m'appelle Vanessa. Ça fait 10 ans que je suis conseillère en voyage au sein d'Emige. J'ai commencé au sein d'Emige sur la destination Berlin et au fur et à mesure, je me suis spécialisée sur toute la destination Allemagne grâce à mes éductours que j'ai pu faire, mes accompagnements de groupe ou bien aussi mes week-ends personnels où je suis partie en Allemagne, même avec Émilie. Très bien. Émilie, je t'en prie. Eh bien, bonjour à tous. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans au sein d'Emige, mais sur la destination Grande-Bretagne. Et ensuite, j'ai été donc en renfort sur l'Allemagne. Je connaissais bien la destination, enfin une partie de la destination, puisque j'ai passé une année de licence en tant qu'étudiante Erasmus à Wuppertal, dans la Ruhr. Et j'ai également aussi passé 6 mois de stage pour mon Master 2 à Munich. Donc, conseillère sur l'Allemagne et aussi conseillère sur l'Europe centrale. Très bien. Donc, toutes les deux, vous êtes finalement un peu complémentaires sur l'Allemagne et chacune a des spécialisations un peu plus prononcées. Super. Merci d'être là toutes les deux. Je t'en prie. Avant qu'on aille plus loin, la question que tout le monde se pose et celle qu'on a eue effectivement beaucoup en préparant cette session, c'est bien entendu la question du Covid. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Peut-on voyager en Allemagne, même en contexte ? La réponse est oui. On vote oui. C'est tout à fait possible, effectivement. On a même des groupes qui sont déjà partis courant octobre et on en a encore qui partent là d'ici aux vacances de Noël et même pour 2022, bien sûr. Donc, il n'y a aucun problème pour partir en Allemagne actuellement. Très bien. Alors, on vous a mis là effectivement les données sur la présentation qui montrent que le taux de vaccination effectivement en Allemagne est éminemment le même qu'en France. Il y a un sujet qui revient beaucoup, c'est la fameuse règle des 3G. Alors, est-ce que rapidement tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Elle va le dire en allemand. Donc, c'est la règle la Drei-G-Regel. Donc, effectivement, pour rentrer en Allemagne, il faut soit être vacciné, soit être testé négatif avec un test PCR de moins de 70 heures. 72. Oui, 72, oui, pardon. Ou un test antigénique de moins de 48 heures, ou présenter un certificat de guérison ou de rétablissement de la Covid. Donc, voilà. Donc, c'est tout à fait possible par rapport à ces règles. Ok. Alors, je vous propose qu'on revienne plus tard dans la session sur des questions Covid, puisqu'on en a reçu quelques-unes. Donc, je vous propose qu'on les traite à ce moment-là tout ensemble. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions dans le chat sur le côté. Vous allez retrouver un de nos collègues qui nous aide en arrière-boutique, Claude Martinez, qui déjà peut vous donner quelques liens. Et donc voilà, je tenais à le présenter. Rapidement aussi, en matière de voyage, vous retrouverez sur le site reopeneuropa.eu/fr/. Vous allez retrouver un certain nombre d'informations autour de la situation sanitaire. Donc si vraiment vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas. Donc je vous propose
avant qu'on ne revienne sur ces questions, que vous nous parliez un petit peu des voyages en Allemagne. On a parmi les gens présents aujourd'hui des gens qui sont déjà partis et puis d'autres pas du tout. Alors, je voulais commencer par vous poser quelques questions qui peuvent sembler qui vont peut-être sembler un peu basiques aux plus expérimentés d'entre nous, mais quand même, je vous propose que pour tout le monde, on puisse avancer. Alors, petite question toute simple, quand on va en Allemagne, finalement, comment on y va? Eh ben, il y a plusieurs modes de transport pour y aller, donc soit en avion, soit en autocar, soit en train. Après, bien sûr, ça dépend effectivement de la ville de provenance, d'où est situé votre établissement. C'est sûr que si vous venez des grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, ça sera plus pratique et il y aura plus de liaisons, notamment aériennes, pour s'y rendre. Et après, ça dépend effectivement aussi de la ville d'arrivée en Allemagne. Après, il y a beaucoup d'aéroports dans les principales villes. Et donc voilà, après, ça dépend. Ça dépend aussi de votre effectif aussi de base. C'est vrai que si vous partez, par exemple, du sud et vous voulez aller sur Berlin, autant privilégier l'avion que l'autocar. Mais du coup, plutôt pour si possible, un plus petit effectif. Si vous êtes une trentaine de participants, ça sera plus avantageux que si vous êtes 60 à vouloir voyager en avion. La garantie d'obtenir les mêmes budgets, les mêmes tarifs pour un grand groupe, c'est jamais possible, c'est jamais garanti. D'accord, donc c'est à la fois une question de lieu de départ, de destination, et puis effectivement d'optimisation tarifaire pour essayer d'obtenir les meilleurs tarifs. Les modes peuvent évoluer, donc on a ces trois modes de transport, l'avion, le train, l'autocar. C'est ça. Très bien, alors une fois qu'on est en Allemagne, où est-ce qu'on dort ? Alors, vous avez deux types d'hébergements. Soit vous pouvez être hébergé en famille, donc les élèves sont hébergés entre 2 à 4 par famille, et les professeurs sont logés en hôtel sur une base de chambre double. Si vous voulez une chambre individuelle, il faut compter un supplément. Sinon, vous avez le type d'hébergement auberge jeunesse ou centre de jeunes avec sanitaire privatif. D'accord, donc on a ces deux modes d'hébergement, j'imagine, qui ne renvoient pas forcément aux mêmes objectifs. J'imagine que peut-être un peu la famille permet un peu plus d'échanges linguistiques. C'est une autre approche de pouvoir partager avec les familles allemandes, de discuter avec eux. Et sachez effectivement qu'on peut proposer un hébergement en famille dans la plupart des villes en Allemagne, parce qu'on a un prestataire qui a des centres d'hébergement en famille presque sur toute l'Allemagne. Donc, c'est possible. Ouais, donc vous avez les partenaires qu'il faut partout pour pouvoir loger au mieux tout le monde, quasiment quelle que soit la destination. C'est ça, voilà. Très bien. Alors, une petite question toute bête, mais qu'est-ce qu'on fait en Allemagne? Qu'est-ce qu'on y voit? On va où? Et pour y voir quoi? Pour y faire quoi? Alors, l'Allemagne, c'est un grand pays, donc on peut proposer une large offre sur toute l'Allemagne. C'est vrai qu'après, le point positif ou l'avantage de l'Allemagne, c'est qu'en fait, on peut proposer différents thèmes, que ce soit côté histoire, côté culturel, le thème économie, le thème développement durable, côté de la région de Forêt-Noire, ou bien aussi, on a notre côté tradition avec nos marchés de Noël en Allemagne. Et on peut aussi également organiser des séjours linguistiques en Allemagne avec des cours d'allemand possibles également aussi sur place. Sur certaines villes, ouais. Très bien, donc effectivement l'offre est immense. Après, juste Nicolas, pour dire qu'aussi on s'adapte à la demande du client. C'est vrai qu'on a des suggestions de programmes en ligne, mais c'est vrai qu'après on peut s'adapter vraiment s'ils veulent faire des combinés avec d'autres villes. On s'adapte à la demande du client. Vous pouvez faire du sur-mesure finalement selon le projet pédagogique de l'enseignant, en fonction de l'âge de ses élèves, de la classe, des différentes options qu'ils étudient, de ses objectifs pédagogiques. Très bien, je pense que ce sera clair pour tous les gens qui nous écoutent. Autre petite question qu'on nous a posée, c'est en termes de date pour réserver. Comment je m'y prends, quand je m'y prends et pour partir quand finalement? Le plus tôt, c'est le mieux. Le plus tôt possible. Dès que vous avez un projet en fait sur un voyage, il faut nous contacter et c'est vrai que plus vous réservez tôt, mieux vous avez plus de chances en fait ou des meilleurs tarifs au niveau de l'aérien.
C'est vrai qu'après, vous avez des tarifs attractifs en basse saison, donc en janvier, février ou à l'automne. Mais du coup, plus vous réservez de taux, mieux c'est. C'est vrai que mars, avril, mai, c'est en général les saisons, enfin la période qui est demandée par la plupart des professeurs, notamment avant les vacances de Pâques. Donc c'est vrai que c'est fortement demandé et c'est aussi des tarifs plus élevés. Donc après, on essaye toujours de voir s'il y a d'autres possibilités de dates et de décaler le séjour si c'est possible. Et effectivement, janvier, février ou l'automne, ça sera plus intéressant niveau tarif. Et disponibilité. Et disponibilité aussi, surtout. Et disponibilité sur place, j'imagine. Donc, effectivement, plus tôt on prend contact avec vous, plus tôt on peut trouver la meilleure période. Et si l'enseignant a des possibilités, une flexibilité sur les dates, vous pouvez travailler ensemble pour trouver le meilleur compromis de date. Ok, très bien. Merci pour cette introduction. J'ai envie maintenant de vous donner la parole sur chacune d'entre vous. 2 coups de cœur, vous qui connaissez bien la destination, deux destinations coup de cœur, chacune sur lesquelles peut-être vous allez pouvoir partager avec nous. Alors, le choix fut très difficile, donc on a sélectionné quand même 2 coups de cœur chacune. D'accord. Donc, moi, j'ai sélectionné évidemment Berlin, parce que je suis spécialiste sur la destination. Donc, Berlin, capitale culturelle de l'Allemagne. Pourquoi aller à Berlin? Pour le côté historique, évidemment, donc avec les vestiges du mur. Bien sûr, on peut aussi découvrir Berlin sur le côté artistique. Petit conseil, je peux aussi, il y a la Philharmonie qui propose en fait un lunch-concert le mardi à 13h où vous pouvez assister à un concert gratuitement en mangeant votre panier repas ou en déjeunant sur place. Donc ça peut être un plus pour développer les côtés artistiques. Et après, vous pouvez aussi découvrir Berlin sous un autre angle avec tout ce qui est côté street art, donc soit à pied, soit à vélo. Voilà, donc c'est vrai que Berlin, en fait, c'est un mélange de styles. On est vraiment axé sur l'histoire, mais il y a vraiment le côté culturel avec le côté artistique aussi. Très bien. Alors, peut-être ton deuxième coup de cœur si, Alors, mon deuxième coup de cœur s'est penché sur Fribourg, la région de la Forêt-Noire, parce que j'ai eu la chance d'accompagner un groupe scolaire de collégiens qui venaient de Paris il y a quelques années. Donc, c'est vrai que Fribourg, c'est dans le sud-ouest de l'Allemagne. Donc, Fribourg est connu pour son côté développement durable. C'est la ville pionnière, connue avec son quartier Vauban. Et après, en fait, si vous crapahutez un peu en Forêt-Noire, vous pouvez découvrir le côté nature, le côté vert, en fait, c'est vraiment pour les amoureux de la nature. Et après, vous pouvez aussi découvrir les traditions avec les fameux coucous de la Forêt-Noire, de Tribert ou le musée de plein air. Donc, c'est vrai que, après, Fribourg est vraiment connu pour le côté développement durable. Mais c'est vraiment une région qui vaut le détour. Elle est riche au niveau de l'artisanat aussi, avec le musée de l'horlogerie, etc. Donc, Et puis, il fait toujours beau à Fribourg. Ok, c'est bon à savoir. Je sais que l'exercice n'est pas simple, puisque être synthétique sur des destinations aussi riches, c'est pas évident. Oui, il y en a pas mal en fait en Allemagne. Merci Vanessa d'avoir joué le jeu. Émilie, à toi, je t'en prie. Donc moi j'ai choisi Munich, enfin la Bavière avec Munich, puisque en plus j'ai donc réalisé un stage de 6 mois là-bas, donc j'ai appris à découvrir la ville et sa région. Donc Munich, c'est une ville très très jolie, très riche et intéressante, avec aussi des musées d'art comme les Pinakothek, mais il y a aussi d'autres choses à voir avec un côté plus ludique avec le musée BMW ou l'Allianz Arena, ou même un musée sur le street art. Et après, bien évidemment, il y a toute la région de la Bavière avec ces fameux châteaux, donc le château de Neuschwanstein qui est en photo, dont Disney s'est inspiré pour un de ses films. Et aussi, par exemple, le château d'Herrenchiemsee qui est surnommé le Petit Versailles. Et après, il y a toute une partie historique avec, bien évidemment, la Seconde Guerre mondiale, la montée du Troisième Reich, avec les meetings qu'Hitler a pu avoir là-bas, et aussi Nuremberg avec les fameux procès, malheureusement.
de Nuremberg. Ok. Difficile de synthétiser, je sais, mais merci, ça donne envie. Dernier coup de cœur pour toi, du coup. C'est la région de Cologne, Aix-la-Chapelle, qui est aussi réputée pour sa cathédrale puisqu'elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cologne, c'est au bord du Rhin et donc c'est aussi une ville très attractive avec des musées éclectiques, aussi bien le musée du chocolat que le musée de l'eau de Cologne ou après des musées aussi historiques. Archéologique, voilà. Et aussi Aix-la-Chapelle avec sa fameuse cathédrale et le trésor de Charlemagne. Et surtout, Cologne, c'est une ville. Cologne et Aix-la-Chapelle sont des villes à taille humaine et qui permettent une première approche de l'Allemagne. Et il y a également une offre avec la Deutsche Bahn, puisque nous sommes partenaires et seul organisme agréé groupe Deutsche Bahn. Voilà, et du coup, il y a des tarifs attractifs en fait pour les moins de 12 ans. Avec le Thalys, on propose une offre très attractive pour les moins de 12 ans. Et c'est vrai que Cologne, c'est vraiment une première approche si vous voulez faire découvrir l'Allemagne à vos élèves. C'est vrai que Cologne, c'est la destination idéale. Qu'on peut combiner avec Aix-la-Chapelle, Bonn, etc. Donc, c'est vraiment la destination pour des collégiens ou des lycéens qui veulent découvrir l'Allemagne. Très bien. Tu as mentionné à l'instant la Deutsche Bahn. Peut-être en dire deux mots. On a eu la question dans le chat, mais effectivement, le partenariat d'Emige avec la Deutsche Bahn et son service transport, peut-être que tu peux nous en dire deux mots rapidement. Ouais, donc nous sommes la seule agence agréée Deutsche Bahn Group en France. Donc nous avons notre spécialiste au sein d'Emige qui est Hervé Hubert, qu'on salue. Voilà, donc la Deutsche Bahn en fait permet de faire voyager les élèves jusqu'à 14 ans inclus, contrairement en fait à la SNCF où c'est jusqu'à 11 ans inclus, d'accord. Après, la Deutsche Bahn offre vraiment un large réseau. Donc, du coup, on peut vraiment faire voyager les jeunes grâce à la Deutsche Bahn, vraiment à travers l'Allemagne ou même en Europe centrale. Oui. Et on a en fait l'avantage qu'on a, c'est qu'on bénéficie des mêmes tarifs que la Deutsche Bahn qui est située à Berlin ou qui pratique où vous retrouvez aussi leurs tarifs sur le site internet. Et notre avantage, c'est que donc on a effectivement notre collègue Hervé qui est spécialiste et étant donné qu'on est une association et une agence, on accepte aussi les bons de commande comme mode de paiement. Et c'est vrai qu'Hervé est souvent aussi contacté pour tout ce qui est échange scolaire entre la France et l'Allemagne. Donc, c'est vrai qu'on peut vraiment développer l'offre des échanges scolaires grâce à lui. Très bien. Alors, vous aurez aussi d'ailleurs le contact d'Hervé à la fin sur un slide où vous aurez les contacts de Vanessa, d'Émilie et de moi-même. Donc, vous pourrez directement effectivement vous adresser à lui. L'heure tourne, donc je vais vous proposer qu'on passe assez rapidement aux questions. Alors, je vais avoir un petit mot sur le chat de Madame Châtelat de Pronville. Il semblerait que j'ai la même voix que l'acteur Jean-Paul Rouve. Alors, je ne le savais pas, mais du coup, je suis ravi de savoir que j'ai pu vous évoquer le cinéma. J'ai peut-être une carrière ratée. Donc voilà, merci Madame Châtelain de Pronville. Alors, je vous propose qu'on entre un peu dans l'ensemble des questions qu'on a reçues en préparation et qui pourront, je pense, intéresser beaucoup d'entre vous. On a parlé tout à l'heure de la question des 3G. Est-ce que tu peux revenir rapidement dessus? Et surtout, je sais que la règle a un petit peu modulé pour les mineurs, je crois. Il y a quelque chose comme ça. Non, pour les majeurs. Oui, c'est ça. C'est pour les majeurs. Donc, effectivement, jusqu'à dimanche 14 novembre, pour rentrer en Allemagne, donc c'est la règle, les dry regel qui s'appliquent et qui s'appliquait également sur place, où il fallait, pour tous les participants, que ce soit les majeurs ou les mineurs, où on pouvait rentrer dans le territoire avec soit un pass sanitaire, soit en ayant un test PCR ou antigénique négatif, soit en étant remis du Covid. Depuis lundi 15 novembre, cette règle a changé, notamment pour les majeurs. Ça ne s'applique donc pas aux mineurs. Donc
pour les élèves qui ont moins de 18 ans, cette règle reste en application, donc les 3G, vaccinés, testés négatifs ou remis du Covid. Par contre, cette règle s'applique à partir de 6 ans en Allemagne et pas à partir de 12 ans comme c'est le cas actuellement en France. Donc, on sait très bien que les élèves français ne sont pas vaccinés à partir de 6 ans, mais à partir de 12 ans. Donc, pour les élèves qui ont moins de 12 ans, il faut absolument qu'ils présentent un test négatif ou une preuve de guérison du Covid. Depuis lundi, pour les élèves majeurs ou pour les accompagnateurs, donc c'est la règle des 2G qui s'applique, donc des Zweige-Regel, où là, ils n'acceptent plus les tests négatifs. Donc, il faut soit être vacciné, soit présenter une preuve de guérison du Covid. D'accord. Donc, effectivement, désormais, c'est les 3G pour les mineurs et les 2G pour les adultes, c'est ça? Tout à fait. Exactement. À partir depuis le 15 novembre. D'accord. Et on avait la question dans le chat aussi il y a quelques minutes. On peut avoir du coup la nécessité aussi pour les élèves de refaire un test sur place, c'est ça? Oui. Effectivement, j'ai une cliente qui est partie au mois d'octobre avait une partie de ses élèves qui n'étaient pas vaccinés pour le séjour. Donc, avant le départ, ces élèves ont été testés négatifs pour pouvoir embarquer, prendre l'avion. Et une fois sur place, ils ont également refait un test antigénique, car ils sont valables uniquement 24 heures. Donc, du coup, pour chaque entrée au musée, il fallait absolument présenter un test négatif. Et donc, ils en ont fait, donc c'était à Munich. Les tests se sont faits assez rapidement. On pouvait prendre rendez-vous directement sur place pour avoir un rendez-vous dans les 5 minutes qui suivent. D'accord. Ces tests sont gratuits pour les mineurs, mais ils sont apparemment payants pour les plus de 18 ans. Après, dans le groupe, il n'y avait pas de personnes majeures, donc je n'ai pas les tarifs exacts, mais ça serait aux alentours de 15-20 euros par personne pour un test antigénique. Pour un adulte, mais dans la mesure, pour être clair, dans la mesure où les adultes doivent être vaccinés de toute façon, ils n'ont plus besoin de faire de tests. Exactement. C'est que pour les mineurs finalement. C'est ça, oui. D'accord. Pour être clair sur le sujet, merci. J'espère qu'on aura répondu à la question de Madame Greff sur le sujet. Alors, on a parlé aussi de masques spéciaux en Allemagne à certains endroits. De quoi s'agit-il? Par exemple, pour Berlin, il faut des masques FFP2 pour tout ce qui est transport en commun, aéroport. Donc là, c'est vraiment spécifique sur Berlin, tandis que pour les autres destinations, le masque chirurgical suffit pour les transports en commun. Il n'est pas obligatoire dans les rues. Et s'il est obligatoire dans les musées. Oui, mais FFP2. FFP2, c'est que pour Berlin, dans les transports en commun et dans les aéroports, ou dans les bus, etc. Mais pas pour les musées. Pour les musées, un masque chirurgical est suffisant. Est suffisant. Ok, très bien. On a. Alors oui, Madame Greff demande, y a-t-il d'autres endroits où les masques FFP2 sont obligatoires? Actuellement, il n'y a que sur Berlin. Oui, après, c'est vrai que dès qu'on fait une demande de réservation pour les musées, ils reprécisent leurs conditions sanitaires. Donc, à ce moment-là, de toute façon, si c'était le cas, on leur précise également aux clients lors de l'envoi du carnet de voyage avec toutes les informations concernant. Dès qu'on a une nouvelle information, on tient à informer le client au fur et à mesure. Ouais, donc vous pouvez récupérer les informations et les retours des clients qui sont sur place et vous pouvez en faire bénéficier toute la communauté des gens qui partent avec vous à chaque fois. On a une remarque effectivement qui dit qu'effectivement ces tests font perdre du temps et que ça demande d'être prévu et que c'est un peu fastidieux. J'imagine que vous, du coup, vous pouvez vous anticiper avant que vos groupes partent, vous êtes capable de donner les endroits, de les accompagner pour dire voilà, les tests ont lieu ici, prévoyez un petit peu de temps pour ça. Même si ça se fait assez rapidement, je crois que tu disais tout à l'heure, Émilie, en 5 minutes, tu avais un rendez-vous, c'est ça? Après, c'était à Munich, c'était sur la place centrale de Munich. Effectivement, dans ce centre de test, c'était rapide. Après, je pense que ça dépend des villes et c'est vraiment aléatoire. Après, effectivement, on indique la possibilité des lieux où les élèves peuvent se faire tester, mais on ne peut pas prendre les rendez-vous à l'avance. Enfin, nous, personnellement, on ne s'en charge pas.
D'accord. Oui, c'est sur place qu'on se présente au stand et tout de suite, ils vous disent j'ai de la Bien place sûr. et je vous C'est accueille. ça. Mais Très c'est bien. effectivement à prévoir ça dépend le nombre d'élèves qui ne sont pas vaccinés dans un groupe, mais c'est effectivement un temps à prévoir par les professeurs pour accompagner ces élèves qui ont besoin d'être testés pendant le séjour. Très bien. Alors, j'imagine qu'effectivement, tu prends un petit peu de temps sur la fin du déjeuner pour la visite de l'après-midi, par exemple, pendant Il y que a un tout le professeur monde qui se mange. détache aussi pour accompagner le groupe, forcément, parce qu'ils sont mineurs. Donc, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais ça se fait, quoi, c'est ça. Ça se fait, tout à fait. Alors, peut-être petite demande de précision de Madame Touka-Lacroix. Les tests antigéniques sont OK pour l'avion. Est-ce qu'il ne faut pas un PCR pour l'avion? Écoutez, chaque compagnie a ses spécificités. Donc après, effectivement, c'est pareil. On reprécise aux professeurs si telle ou telle compagnie n'accepte pas tel ou tel test. Mais dans le cas de ma cliente qui est partie en octobre, la compagnie autorisait les tests antigéniques pour l'embarquement. D'accord, donc ça dépend des compagnies et il faut se rapprocher de vous pour savoir. C'est ça. Moi, j'ai un groupe qui part à Berlin dimanche, c'est pareil, les tests antigéniques sont acceptés pour embarquer, quoi. Très bien. Merci à toutes les deux. Alors, une autre question qui revient souvent, effectivement, c'est la question de l'assurance. Et on a une question de Madame Marache à ce sujet. Que se passe-t-il si un élève est positif pendant le séjour? Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler rapidement des offres d'assurance que vous pouvez faire? Ouais. Et que se passe-t-il si un élève est testé positif sur place? Alors, nous, on propose 2 formules d'assurance annulation. Donc, si un de vos élèves est testé positif avant le départ, vous êtes pris en charge par l'assurance annulation, vous êtes remboursé. D'accord. Pareil, si un de vos jeunes ne peut pas embarquer dans l'avion suite à une température élevée, c'est pris en charge par l'assurance annulation. Si un de vos élèves également testé positif pendant le séjour, il y a une assistance Covid mise en place par l'assurance annulation. D'accord. Donc, si effectivement un élève est testé positif sur place en Allemagne, l'assurance annulation, il y a une assistance qui va permettre de le prendre en charge. Tout à fait. Elle prend en charge effectivement les résultats, s'il y a besoin de se faire tester, s'il y a besoin d'être mis en quarantaine, si éventuellement il y a besoin d'être hospitalisé, etc. C'est à ce moment-là, c'est l'assistance qui prend le relais et qui se charge de tout ça. Très bien. Merci. Alors, une autre question que j'avais du coup dans la même veine, les billets d'avion, eux aussi, sont soumis à l'assurance annulation. Ils font partie de l'offre, je crois aussi, les billets d'avion. Mais du moment où vous réservez un package avec nous, du moment qu'on se charge du transport, hébergement et des visites, l'assurance annulation, elle couvre pour ces trois choses. Donc après, effectivement, que ce soit en autocar, en train ou en avion, et pour l'hébergement en famille ou en hôtel de jeunes, l'assurance annulation concerne tous les modes de transport et tous les modes d'hébergement. Toutes les prestations qui sont dans le contrat de voyage. Très bien, merci. L'heure tourne, alors je vais regarder encore une fois les dernières questions. Si un élève effectivement est testé positif, il faut, j'imagine, on dit surveiller, le nourrir, on l'héberge pendant toute la quarantaine. Tout ça, c'est pris en charge par l'assurance. Oui, l'assistance, elle prend en charge effectivement tout l'hébergement de cet élève, etc. Après, effectivement, s'il est en quarantaine, il doit rester seul. Donc, il n'y aura pas d'accompagnateur qui pourra être qui pourra pas rester dans la même chambre que lui. Dans tous les cas, il y a un accompagnateur qui peut rester sur place, mais il sera forcément dans une chambre à part. Et donc, et après, il y aura l'assistance aussi qui pourra mettre en place le fait que les parents puissent venir aussi sur place. Mais s'il est en quarantaine, il est forcément mis à l'isolement et donc seul. Après, dans la mesure où les élèves mineurs sont testés, du coup, quasiment tous les jours, d'après ce que vous me disiez, ou en tout cas avant chaque visite, les chances restent, j'imagine, assez infimes d'être contaminé sur place. Mais bon, effectivement, c'est des questions qui se posent. Alors, j'ai Madame Sébastien, j'espère que je n'écorche pas votre nom.
qui nous dit être dans la crainte des remboursements. Alors, je vais lire sa question complète. C'est très intéressant, mais pour cette année, il me semble compliqué. Je suis dans la crainte des remboursements. Cela veut dire que si jamais il y a une annulation urgente suite à une dégradation de la pandémie de Covid, ça empêche pas mal de professeurs ou de personnel impliqués du côté enseignant national de ne pas prendre le risque d'une réservation cette année. Auriez-vous une idée et ou connaissance quelle modalité avantageuse pourrait aider à persuader les supérieurs? Alors, avant de revenir sur cette question, moi je vous donne quand même juste un premier élément et je vous renvoie au premier webinaire qu'on avait eu avec Pascal Desclos en début d'année pour vous aider à convaincre aussi vos supérieurs du bien fondé des projets de voyage, les renvoyer peut-être aussi au contenu qu'on met à disposition en plus de ce webinaire, pour dire que voilà, le contexte actuel a tellement poussé les jeunes aussi à se replier que plus que jamais, notre rôle d'éducateur, c'est de les aider à partir. C'était un premier élément de réponse. Donc, si jamais il y avait une annulation urgente de dégradation, donc que se passe-t-il finalement s'il y a une interdiction totale de voyager à cause d'une dégradation complète? Alors, nous avons une autre formule assurance annulation, la formule groupe, groupe et individuel, évidemment. Donc, si il y a une décision du chef d'établissement, d'une autorité de tutelle ou une interdiction de voyager, l'assurance annulation ne couvre pas, d'accord? Nous appliquons nos conditions générales de vente. Par contre, si on ne peut pas honorer les prestations qui sont dans le contrat, nous sommes dans l'obligation par rapport au Code du tourisme de vous rembourser. C'est-à-dire que si l'Allemagne ferme ses frontières et qu'on ne peut pas honorer les prestations hébergement, visite et transport, on vous rembourse parce qu'on est lié au Code du tourisme. D'accord. Donc en fait, c'est ça. Oui, juste Nico, aussi pour préciser, pour l'assurance annulation groupe, vous êtes quand même couvert pour tout ce qui est catastrophe naturelle, grève des transports et attentat. D'accord. Donc, c'est effectivement tout ça que couvre l'assurance. Et si jamais c'était une interdiction officielle qui venait, là, le Code du tourisme nous oblige à rembourser, c'est ça? Si les frontières sont fermées. Si les frontières sont fermées, c'est ça. Voilà, si on ne peut pas honorer vraiment les prestations, si c'est l'Allemagne qui confine. Si c'est une autorité de tutelle qui interdit le voyage ou qui aussi le président décide de confiner, l'assurance ne couvre pas. D'accord. Donc c'était important effectivement d'aller jusqu'au bout de ce point. C'est le seul cas. Alors, on a pas mal d'autres questions qui sont arrivées. Malheureusement, l'heure tourne vraiment et je vais devoir fermer la séance pour aujourd'hui. Alors, deux choses du coup avant de terminer. Donc toutes les dernières questions que vous nous avez posées, on va essayer de revenir vers vous pour vous apporter des réponses. Comme je vous disais, on n'a peut-être pas le temps là aujourd'hui de répondre à tout, mais on va revenir vers vous et on va essayer de vous apporter des éléments de réponse aux questions que j'ai pas eu le temps de reprendre, certaines qui sont passées. Donc pour aujourd'hui, je vous laisse effectivement ici sur ce slide les contacts directs de Vanessa et d'Émilie. Donc, vous pouvez bien entendu leur poser toutes vos questions. Vous avez les mails directement. Vous avez aussi un lien qui vous permet de prendre rendez-vous automatiquement en ligne. Donc, si vous avez besoin de faire coïncider les agendas, voilà, vous cliquez sur ce lien directement et vous pourrez prendre rendez-vous avec elle. Vous avez le numéro, le contact aussi d'Hervé du service transport Mich et du partenariat avec la Deutsche Bahn. Donc, pareil, n'hésitez pas à aller vers lui. Et puis pour ma part, si les commissions vous intéressent, si vous avez envie de nous rejoindre dans cette démarche de réflexion, de travail pour réfléchir à la suite, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous avez donc mon contact ici. Alors sur mon mail, il manque juste le petit N devant de Nicolas, c'est nderosier@mich.com. Voilà, il y a le petit N qui a dû sauter dans la mise en page. Donc voilà. Et effectivement, comme je vous le demandais en intro, vous avez le petit flashcode. Aujourd'hui, le Covid nous a tous mis au niveau dans l'utilisation des flashcodes pour répondre à nos enquêtes de satisfaction, puisque effectivement, encore une fois, c'était
notre première saison de webinaire. Donc voilà, vos retours sont vraiment très importants pour nous aider à progresser et vous proposer toujours des contenus qui répondront le mieux à vos attentes, à vos besoins et qui nous permettront, nous, de bien demeurer à vos côtés, quelles que soient les situations que vous rencontrez. Donc voilà, je vous remercie. Un grand merci à Émilie et Vanessa aujourd'hui pour votre merci à toi. Ouais. On dit coucou aussi à nos professeurs qui sont présents. Là, on voit nos clients qui sont en ligne. Donc on vous salue. On vous salue. D'accord. Salutations à tous les clients et les enseignants membres de la communauté Mige. Un grand merci donc à vous tous d'avoir été encore présents aujourd'hui. Un grand merci à tous d'avoir été présents pour ces 3 webinaires. Vous allez recevoir le replay tout de suite de cette session. Donc, si jamais on a été un peu vite sur un point, vous pourrez la regarder. On vous fera passer aussi le support de présentation avec les réponses d'Émilie et Vanessa qui vous seront pour que vous puissiez en bénéficier. De la même façon que les webinaires d'avant, on avait aussi mis les informations à votre disposition sur la question de la contribution éducative. Donc encore une fois, un immense merci et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire Mige. Portez-vous bien, merci à tous. Merci, tchuss.